Dr Marie Courbebès, donc néphrologue à l'HEGP et qui va nous parler. Marie a une spécificité, elle s'occupe particulièrement des patients cystinuriques, c'est des patients difficiles à gérer. Et donc Marie va nous faire part de son expérience dans cette situation. Pour passer les dias, c'est la petite étoile verte. Bonsoir à tous. Donc merci de m'avoir invité ce soir pour vous parler de citrate de potassium et cystine. Donc moi effectivement je m'occupe de patients atteints de cystinurie, mais en fait j'ai une cohorte active de 400 patients lithiasiques avec une lithiase calcique et je prescris aussi du citrate pour ces patients. Petite flèche verte. Attends. Oui, je dois être... Excusez-moi. Donc la cystinurie, c'est la plus fréquente des maladies monogéniques lithiasiques. Donc ça reste une maladie rare, mais elle est cependant pas si rare que ça. Ça représente 1% des lithiases de l'adulte et environ 10% des lithiases de l'enfant. Donc la prévalence en France n'est pas clairement définie car il n'y a pas de registre établi pour les patients cystinuriques. Donc c'est très variable en fonction des origines ethniques. Le mode de transmission, comme vous le savez, il est autosomique récessif. Donc il y a bien évidemment un rôle favorisant de la consanguinité. On peut estimer qu'en France, il y a environ une personne sur 20 000 qui est atteinte. Donc, au cours de cet exposé, je vais vous présenter des résultats issus de la cohorte française rétrospective que l'on a réalisée en collaboration avec Bertrand Knebelman, Olivier Traxer et puis bon nombre d'entre vous. Et en fait, on a pu inclure sur les dernières années 442 patients atteints. Donc là, c'est le premier papier qui est sorti suite à la constitution de cette cohorte. Donc bien évidemment, c'était une étude observationnelle rétrospective. Et je voulais juste vous dire un mot sur ce premier papier pour vous dire que la cystinurie n'était pas jusqu'à présent classiquement associée avec la maladie rénale chronique. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a montré que chez les patients adultes de notre cohorte, il y avait 314 patients âgés de plus de 16 ans, avec un âge médian pour cette sous-cohorte adulte de 38 ans. Eh bien, on a montré qu'il y avait plus d'un quart des patients qui présentaient un DFG estimé par MDRD inférieur à 60 ml par minute. Donc, la prévalence chez les patients cystinuriques de la maladie rénale chronique est importante, clairement bien plus élevée que ce que l'on peut observer en population générale. Et ce que l'on a pu montrer en analyse multivariée, c'est que les deux facteurs associés à cette maladie rénale chronique étaient l'hypertension artérielle, qui est aussi très fréquente chez les patients cystinuriques pour une raison que j'ignore pour l'instant, mais également l'altération sévère du parenchyme rénal, qui était définie par des reins de petite taille, inférieurs à 10 cm, ou par des néphrectomies partielles ou totales, ce qui est arrivé dans cette population. Donc en fait, le message de ce premier papier, c'était de dire que la maladie rénale chronique, elle pourrait être grandement évitée chez les patients cystinuriques en préservant le parenchyme rénal par des chirurgies le moins invasives possible. Ça, c'est pas à moi de vous faire passer ce message-là, mais aussi, et donc c'est un peu l'introduction de mon topo, en mettant en œuvre un traitement médical préventif absolument parfait pour ces patients afin de leur éviter de récidiver les calculs et d'aller jusqu'à la chirurgie. Alors, quel est le traitement médical préventif de la cystinurie ? Donc, globalement, le débit de cystinurie chez les patients homozygotes est compris entre 2,5 à 6 millimoles par jour, alors que chez un sujet normal, le débit de cystinurie est négligeable. Pour dire que l'on contrôle bien un patient grâce au traitement médical préventif, eh bien, il faut qu'on atteigne l'objectif d'un débit de cystinurie libre inférieur à 1 millimole par jour, donc c'est un vrai challenge. Pour cela, on a trois grandes étapes dans le traitement qui ne sont pas exclusives, mais je vais bien évidemment insister sur les deux premières. Il y a les règles hygiéno-diététiques qui n'ont pas une efficacité spectaculaire, à savoir le régime pauvre en méthionine, qui est un acide aminé indispensable dont l'éviction ne peut donc pas être totale et qui va diminuer de façon très modérée le débit de cystinurie. Et puis la restriction des apports sodés, sachant que l'on sait que la natriurèse augmente le débit de cystinurie, mais là encore, le régime seul ne va pas suffire. Comme deuxième règle hygiéno-diététique, alors là on est plus dans
on n'est pas dans l'éviction, mais on est dans l'ajout de quelque chose, eh bien c'est l'hyperdurèse alcaline. Donc par hyperdurèse alcaline, classiquement, on entend une durèse de plus de 3 litres par jour, bien répartie sur le nictémère, et l'alcalinisation des urines, et c'est là-dessus que je vais insister. Je vais également vous parler du rôle du citrate. Et puis il y a les dérivés sulfhydrylés, normalement que l'on ne doit pas mettre en première intention, qu'on utilise quand l'hyperdurèse alcaline est insuffisante pour prévenir la récidive. Puis je vais quand même vous en dire 2 mots parce que je pense que c'est un traitement qui normalement devrait pouvoir être évité quand on fait les choses correctement. Et puis le deuxième papier là, qui est en cours de soumission toujours sur cette cohorte française rétrospective est vraiment en faveur de l'utilisation minimale des dérivés sulfhydrylés. Alors, quelle devrait être en théorie la cible de l'hyperdurèse chez ces patients? Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand il y avait le petit logo avec les calculs de cystine que vous voyez en haut du diaporama, ce sont les résultats issus de ce deuxième papier, donc de la cohorte française rétrospective, à laquelle vous avez peut-être participé. Donc là, ce sont des données qui vont être publiées prochainement. Donc, là, ce qu'on a regardé, en fait, pour essayer de... Donc, le deuxième papier, c'est un papier thérapeutique. Et en fait, ce qu'on a regardé, c'est la cristallurie dans un sous-groupe de patients. Donc, on a pris 89 patients qui étaient suivis en monocentrique à Necker et qui avaient des cristalluries régulières. Et donc, on a pu analyser 722 échantillons urinaires. Et parmi ces 722 échantillons urinaires, 37% étaient positifs pour des cristaux de cystine. Et ce que l'on voit, en fait... Est-ce qu'il y a un pointeur? Il y a un pointeur? Je ne suis pas sûr. Tu n'as pas reçu? Non. Pardon? Non, il n'y a pas sur la télécommande. Je crois pas. Il n'y a pas de pointeur. Alors ça, c'est ton écran. Alors, ce que l'on voit... Parce que moi, je ne le vois pas, en fait, d'ici, mais... Ce que Alors, j'avais prévu de... Ouais. Alors, ce que l'on voit, c'est que, en fait, ce que vous avez ici en ordonnée, c'est la probabilité estimée pour un patient donné de présenter une cristallurie positive à cystine. C'est pas grave. Et en abscisse, ce que vous pouvez voir en abscisse, j'espère que vous le voyez, ce sont les densités urinaires qui reflètent bien évidemment la dilution urinaire. Et en fait, ce que l'on a montré grâce à une analyse statistique un peu complexe, c'est que de façon très claire, on divisait par 2, on passait de 27 à 14%, donc on divisait par 2 le risque d'avoir une cristallurie positive à cystine. Donc on divisait par 2 ce risque quand la densité urinaire passait de 1010 à 1005. Merci beaucoup. Donc, génial. Donc là, vous avez la densité urinaire à 1010 et vous avez un risque pour un patient donné d'avoir une cristallurie positive à cystine de 27%. Et quand on a une densité urinaire de 1005, eh ben le risque passe de 27 à 14%. Donc c'est vraiment un gros gap dans le risque, sachant que Michel Dodon notamment a clairement démontré que la présence de cristaux à la cristallurie donc de cystine était très prédictif du fait que le patient va récidiver. Quand on analyse de façon conjointe la densité urinaire que vous voyez ici, donc là c'est une figure en 3D, et les pH urinaires, et la probabilité estimée pour un patient donné de présenter... c'est pas grave, ouais. Et la probabilité pour un patient donné d'avoir une cristallurie positive à cristaux de cystine, eh bien, donc sur les 722 échantillons qui ont pu être analysés, ce que l'on voit de façon assez frappante, c'est que si la densité urinaire est inférieure à 1005, eh bien, le risque d'avoir une cristallurie positive est inférieur à 20%, quel que soit le pH urinaire. Donc ça, c'est un message, dans le fond, qui est très fort, parce qu'on pourrait se dire il faut diluer les urines à fond, et puis le rôle du pH n'est pas si important que ça. Alors, en théorie, il faudrait que les patients, toujours, aient une densité urinaire à 1005, quel que soit l'échantillon. Qu'est-ce que ça représente, une densité urinaire à 1005 ? Ça représente tous les jours
des urines, et à tout moment de la journée, et y compris la nuit, des urines extrêmement diluées. Ça représente concrètement plus de 3 litres de diurèse par jour, parfaitement répartis sur le nictémère. Je pense que, comme moi, vous avez l'expérience de patients qui font le maximum et que ça, dans la vie quotidienne, c'est difficilement tenable. Donc, en gros, nous, ce qu'on conseille, c'est de viser cette densité cible de 1005 parce qu'on a montré que c'était beaucoup mieux que 1010, mais on est bien conscient que c'est relativement difficile de tenir cet objectif, bien évidemment. Et donc, vu que ça nécessite une hygiène de vie extrêmement exigeante, en fait, on ne peut pas concrètement se passer de l'alcalinisation des urines chez les patients cystinuriques, et quelque part tant mieux parce que l'alcalinisation fonctionne extrêmement bien. Vous voyez donc sur cette diapositive la solubilité de la cystine en fonction du pH urinaire, et vous voyez une augmentation exponentielle de cette solubilité quand le pH urinaire est compris entre 7 et 8. Et ce que vous pouvez remarquer, ce que veut dire cette courbe, c'est que quand on est inférieur à 7, c'est pas bon. La solubilité est minimale, la courbe elle est très parlante. Après, vous avez cette augmentation donc exponentielle entre 7 et 8. Et puis au-delà de 8, c'est pas qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc ça sert à rien de faire plus parce qu'on ne va pas gagner en termes de solubilité. Et vous allez voir que même on peut perdre de l'effet bénéfique. Alors, quand on regarde de façon précise le risque pour un patient donné, le risque estimé pour un patient donné dans cette sous-cohorte de patients d'avoir une cristallurie positive à cystine en fonction du pH urinaire, je vous invite à regarder cette figure, eh bien, vous pouvez voir que le risque de cystinurie pour un patient donné, c'est ce qui est représenté, le risque de cristaux de cystine pour un patient donné, c'est ce qui est représenté ici en abscisse, va diminuer de façon régulière avec l'augmentation du pH urinaire. Alors concrètement, on a une probabilité de 38% d'avoir une cristallurie positive, donc on est à près de 40% quand le pH urinaire est égal à 7, ce qui est beaucoup, 40%. On est à 30% pour un pH urinaire à 7,5 et on est à 25% pour un pH urinaire à 8. Donc ce que l'on recommande, nous, à l'issue de cette analyse, c'est d'être compris entre 7,5 et 8. Dans les recommandations récentes de 2015, la cible du pH urinaire recommandée pour les patients cystinuriques, c'est 7,5 à 8,5. Nous pensons néanmoins, en regardant de façon plus détaillée nos résultats, qu'il ne faut pas dépasser 8. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons regardé la probabilité estimée toujours pour un patient donné d'avoir une cristallurie positive à cystine, et on voit, vous voyez ici à 8, qu'on a une augmentation exponentielle du risque quand le pH augmente, bien évidemment, et quand on alcalinise les urines, donc du risque d'avoir une précipitation avec des cristaux de phosphate de calcium et avec un risque qui est aux alentours de 40% à pH 8. Donc en gros, dans l'idéal, on aimerait bien aller au-delà de 8, mais on pense que ça n'est pas raisonnable parce que dans ce cas, on va transformer la maladie du patient en une maladie lithiasique un petit peu différente et c'est pas mieux. Donc la cible du pH urinaire, selon nous et selon tous les signataires, ça doit être entre 7,5 et 8, sans dépasser 8 pour éviter la précipitation de phosphate de calcium. Donc la cible, 7,5 à 8, avec une hyperdurèse, si possible, en ciblant 1005 de densité urinaire. Quels sont les moyens mis à notre disposition pour alcaliniser les urines? Donc il y a bien évidemment le bicarbonate de sodium sous forme d'eau de Vichy ou de préparation officinale. Il y a le bicarbonate de potassium qui est beaucoup moins utilisé en France, on va le voir. Il y a, comme vous le savez, le citrate de potassium. Jean-Philippe vous a parfaitement expliqué que c'était un excellent médicament pour alcaliniser les urines. Donc, jusqu'à l'arrivée du Litosolv, moi je prescrivais le citrate de potassium parce que je voulais qu'il y ait que ce traitement sous forme de préparation officinale. Donc c'était de la poudre en fait à diluer dans l'eau de boisson. Et puis maintenant il y a le Litosolv qui est arrivé et c'est pas mal parce que c'est une forme gastro-résistante à libération prolongée. Et vu que ces patients-là, on leur demande de monitorer leur pH urinaire régulièrement pour être dans la cible de 7,5 à 8, ce qui est pratique, c'est qu'il y a les bandelettes urinaires qui sont fournies avec le médicament. Sinon, vous devez les prescrire en plus si vous prescrivez une autre thérapeutique alcalinisante. Après, vous avez à disposition en France des mélanges à base de citrate, mais vous voyez qu'ils sont constitués de citrate de potassium, mais aussi de citrate de sodium. Alors, là où apparaît le sodium, en fait, j'ai surligné le mot sodium en rouge.
Il y en a du sodium dans le bicarbonate de sodium, bien évidemment, et puis il y en a dans ces mélanges qui contiennent du citrate de sodium. Et comme je vous l'ai dit, le fait d'augmenter la natriurèse va augmenter le débit de cystinurie. Je vais vous le montrer juste après. Donc, qu'en est-il du traitement par citrate et de la cystinurie? Donc, je vous montre les résultats de cette étude qui a été publiée en 2001. Donc, en fait, c'est une étude interventionnelle sur un tout petit effectif, mais elle a le mérite d'être interventionnelle. Donc, c'est 14 patients cystinuriques, donc homozygotes, cystinuriques avec avérés, dont 10 quand même étaient traités par dérivés sulfhydrylés. Et en fait, ils ont fait une étude, un design en crossover. Pendant une semaine, ils ont fait un washout de traitement alcalinisant. Puis après, ils les ont traités par du bicarbonate de sodium. Puis après, ils ont switché le traitement et ils les ont mis sous citrate de potassium pour comparer l'efficacité de ces deux thérapeutiques. Alors bien évidemment, c'est un traitement très court, donc ce n'est pas des endpoints durs. Donc ils ont regardé les paramètres biologiques. Alors premièrement, ce qu'ils ont pu voir, c'est que le citrate de potassium et le bicarbonate de sodium permettaient d'alcaliniser les urines de la même façon, avec un pH atteint en médian de 7,25. Donc l'alcalinisation est efficace de façon similaire entre les deux traitements. De même, les deux traitements augmentent la citraturie de façon similaire. Bon, ce qui nous intéresse surtout dans la cystinurie, c'est l'alcalinisation. Évidemment, la kaliurèse est plus importante sous citrate de potassium, et donc les auteurs discutent à juste titre que l'augmentation de la kaliurèse peut être un moyen de checker l'adhérence du patient au traitement. Et ce qu'il montre également dans ce papier, néanmoins, c'est que la natriurèse, de façon logique également, va augmenter de façon bien plus importante dans le groupe bicarbonate de sodium que dans le groupe citrate de potassium. Et ça, c'est un problème. Et c'est vraiment le bémol pour le bicarbonate de sodium, parce que ce que l'on peut voir de façon très claire, même si l'effectif est restreint, c'est qu'on a une parfaite corrélation entre la natriurèse et le débit de cystinurie. Donc quand on augmente la natriurèse, on augmente le débit de cystinurie. Donc dans le fond, on n'a pas envie de prescrire des grandes quantités pour cette raison de bicarbonate de sodium, et c'est aussi pour cette raison qu'on recommande à nos patients de limiter leurs apports sodés. Alors dans l'étude rétrospective, donc là c'est la base de 442 patients, en fait on a regardé les traitements. Qu'est-ce qu'on prescrit en France comme traitement alcalinisant? Alors je vous précise, c'était avant 2012 parce que la base de données a été gelée en janvier 2012. Et bien comme vous le pouvez le voir, l'alcalinisation dans la plupart des cas, c'était des boissons alcalines. Donc dans 55% des cas, les patients ils ont reçu de l'eau de Vichy en fait. Ils ont reçu du citrate de potassium dans plus de la moitié des cas, du bicarbonate de sodium dans environ 40% des cas, du bicarbonate de potassium dans moins de 20% des cas, et puis des mélanges, des mélanges variés alcalinisants dans environ 10% des cas. Au dernier suivi, en fait, il y avait uniquement 15% des patients qui ne recevaient aucun traitement alcalinisant, ce qui est mal, il ne faut pas. Il y avait la moitié de nos patients qui recevaient au moins un traitement alcalinisant, et puis il y avait un tiers des patients chez lesquels, en fait, 2 traitements alcalinisants étaient combinés. Donc là, vous avez la répartition des traitements alcalinisants prescrits dans cette cohorte française. Alors, quels étaient les effets indésirables des traitements alcalinisants? Ça, on l'a regardé bien en détail. Donc, parmi les patients traités par agents alcalinisants, globalement, c'était plus de 90% des patients qui ont reçu au moins une fois au cours du suivi un traitement alcalinisant, et encore heureux. Il y a eu moins de 10% au total d'effets indésirables, tout effet indésirable confondu, et l'immense majorité des effets indésirables, c'était en fait des effets indésirables digestifs, et ça, je pense que vous le savez, que vous pouvez le constater. Alors, en fonction des sous-groupes de traitement alcalinisant, comment se répartissaient ces effets indésirables digestifs? Eh bien, on a eu un effet indésirable digestif signalé chez un peu plus de 12% des patients qui recevaient du bicarbonate de sodium, chez un peu moins de 9% des patients traités par citrate de potassium, mais je vous le rappelle, c'était la préparation officinale, et chez moins de 3% des patients traités par bicarbonate de sodium. Donc en gros,
côté effet indésirable, le gagnant, c'est le bicarbonate de sodium, mais malheureusement, il augmente la natriurèse. Et puis, donc, je vous rappelle que dans cette cohorte, c'était du citrate de potassium qui était uniquement sous forme de préparation officinale, sans comprimé gastro-résistant. Alors juste, ça c'est ma dernière diapo avant la conclusion. Les thiols, qu'en est-il des thiols? Juste les résultats de l'analyse multivariée sur les cristaux de cystine, pour vous dire qu'en fait, on a, ce que vous voyez ici, on a une diminution de la probabilité d'avoir une cystinurie positive quand on dilue les urines, c'est ce qui est noté ici, une diminution de la probabilité d'avoir une cristallurie positive quand on alcalinise. En revanche, et ça on a été quand même assez surpris, qu'il y ait un thiol ou qu'il n'y ait pas de thiol, la probabilité d'avoir une cristallurie positive à cystinurie n'est absolument pas modifiée, ce qui interroge quand même sur l'efficacité réelle de ce traitement. Et ce d'autant plus que quand on regarde les effets indésirables des patients traités par thiol, eh bien, il y a plus d'un quart des patients qui présentent un effet indésirable, voire des effets indésirables graves. Donc je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc en conclusion, l'objectif du pH chez les patients cystinuriques, c'est 7,5 à 8. Il ne faut pas dépasser 8 pour éviter la précipitation phosphocalcique. L'intérêt du citrate de potassium, c'est l'alcalinisation efficace des urines sans augmenter la natriurèse, qui est délétère dans cette cohorte. On a moins de 9% d'effets indésirables digestifs avec du citrate de potassium sous forme de préparation officinale. Et je pense qu'il y a une possible amélioration de la tolérance, de l'efficacité et donc de l'observance avec une forme gastro-résistante et à libération prolongée. Et c'est le cas notamment du litosol. Je vous remercie. Merci Marie. On est un petit peu en retard, mais globalement, je crois que le message le plus important de ta communication, c'est réellement donc diététique, diurèse. Et s'il faut introduire un médicament, clairement, c'est le citrate de potassium qu'il faut introduire chez les cystinuriques et non pas les dérivés thiols, comme on a pu le faire par le passé assez facilement. Voilà. Je crois que c'est important.